Bonjour à tous, je suis Marie-Luce Raymond, je suis pédiatre à l'hôpital Necker et postdoctorante à l'Institut Imagine dans le laboratoire de Yannick Rowe. C'est avec plaisir que je vais vous parler aujourd'hui du syndrome COPA. Donc nous allons voir d'abord la physiopathologie du syndrome COPA, puis discuter de la clinique et de la biologie de ce syndrome, parler des aspects thérapeutiques et enfin finir par une petite fiche pratique sur le syndrome COPA. Donc en introduction, comme vous le savez certainement, les mutations hétérozygotes de COPA ont été décrites en 2015 à l'origine d'une maladie auto-inflammatoire à transmission dominante qui associe principalement une atteinte pulmonaire, articulaire et rénale avec des auto-anticorps. Elle est caractérisée par une non-pénétrance clinique importante et jusqu'à récemment, la physiopathologie n'était pas complètement comprise avec la description d'un stress augmenté du réticulum endoplasmique et également une activation de la voie TH17. Donc en fait, après la description du SAVI par ma collègue Isabelle Melki, il paraît assez évident qu'il existe un chevauchement clinique entre ces deux syndromes, en particulier au niveau de l'atteinte pulmonaire, même si les hémorragies alvéolaires sont rares dans le SAVI et beaucoup plus fréquentes dans le syndrome COPA. Il y a également un chevauchement au niveau de l'atteinte articulaire et au fur et à mesure de la description et de la meilleure connaissance de ces deux syndromes. Par ailleurs, plus récemment, l'équipe de Stefano Volpi a montré dans le sang circulant de plusieurs patients COPA une signature interféron, ce qui fait poser la question de savoir si le syndrome COPA pourrait être une nouvelle interféronopathie. Qu'est-ce que COPA? En fait, COPA, c'est une protéine qui est impliquée dans le trafic entre le Golgi et le réticulum endoplasmique. Il fait partie d'un complexe qui s'appelle COP1 et qui entoure des vésicules dont le travail est d'emmener les protéines du Golgi vers le réticulum endoplasmique. Et comme vous l'avez vu précédemment avec le docteur Melki, STING est une protéine qui trafique dans le réticulum endoplasmique et le Golgi pour assurer sa voie de signalisation. Donc se pose la question de savoir s'il peut y avoir un lien entre COPA et STING. Et en effet, c'est ce que nous avons montré dans le laboratoire CRO, c'est que la protéine STING et la protéine COPA interagissent et que COPA a un rôle dans le retour de STING du Golgi vers le réticulum endoplasmique une fois qu'il est activé. Et ce retour est important pour que la voie de signalisation s'arrête. Or, quand COPA est muté, le voyage-retour de STING n'est plus possible et donc STING est activé de façon permanente au niveau du Golgi, induisant une sécrétion constante d'interférons à l'origine de lésions pulmonaires, rénales et articulaires, et ce qui définit le syndrome COPA comme une nouvelle interféronopathie. Ces données ont été confirmées par plusieurs autres équipes américaines et japonaises. Nous allons maintenant discuter d'aspects plus cliniques et biologiques du syndrome COPA. Sur le plan de la littérature, en octobre 2020, il y a 63 individus dans 21 familles décrits ayant une mutation COPA. La pénétrance n'est pas complète puisque 48% sont symptomatiques, ce qui fait une non-pénétrance aux alentours de 25%. L'âge de début est précoce, mais des cas se déclarant à l'âge adulte sont possibles et il existe une prédominance féminine qui n'est pas expliquée à présent. Il y a globalement 4 tableaux classiques associés avec le syndrome COPA, les hémorragies intra-alvéolaires récurrentes, les atteintes pulmonaires avec arthrite et auto-anticorps, une néphrite lupique apparemment isolée et une arthrite juvénile idiopathique apparemment isolée, d'autant plus qu'elle est précoce et associée à un facteur rhumatoïde positif. Dans les signes généraux, il y a peu ou pas de fièvre et peu ou pas de retard de croissance associé au syndrome COPA, contrairement au SAVI. L'atteinte pulmonaire est quasi systématique dans le syndrome COPA. La plus typique et emblématique est l'hémorragie intra-alvéolaire, mais de nombreux patients ont également, ou de façon isolée, une pneumopathie interstitielle diffuse qui peut évoluer vers la fibrose, comme l'indique le recours à une transplantation pulmonaire chez 4 patients. L'atteinte pulmonaire peut également être isolée en dehors de tout syndrome inflammatoire et de toute autre atteinte clinique. Au niveau radiologique, les signes sont peu spécifiques et orientent soit vers une hémorragie alvéolaire, soit vers une pneumopathie interstitielle diffuse de type fibrosante.
Contrairement au SAVI où il y a une évolution constante et précoce vers la fibrose, il existe, comme vous pouvez le voir sur votre gauche dans le syndrome COPA, des aspects radiologiques plus stables dans le temps et, à contrario, sur votre droite, des aspects évolutifs. Au niveau histologique, les signes sont là encore assez peu spécifiques. Cependant, lorsque nous avons eu la chance de pouvoir comparer une biopsie pulmonaire d'un patient STING sur votre gauche et COPA sur votre droite, nous avons mis en évidence des lésions identiques telles que des follicules lymphoïdes remplis de lymphocytes B, un infiltrat macrophagique et également un emphysème. Bien sûr, ces signes ne sont pas non plus complètement spécifiques et peuvent se rencontrer dans d'autres types d'agressions pulmonaires. Enfin, une atteinte vasculaire de type capillarite a été décrite chez un patient COPA. Quelles sont les autres atteintes du syndrome COPA? L'atteinte articulaire est la seconde atteinte principale, avec des arthralgies, des arthrites qui peuvent être nécrosantes et très sévères, menant jusqu'à une ostéonécrose avasculaire. Il y a également une atteinte plus musculo-squelettique qui rappelle le syndrome Jacou et qui rappelle aussi l'atteinte que l'on voit chez certains patients SAVI. La positivité du facteur rhumatoïde est très fréquente dans ces atteintes articulaires et ça fait en cela vraiment un marqueur diagnostique important. La troisième atteinte du syndrome COPA est l'atteinte rénale de type lupique qui peut là encore être isolée et sévère, comme en témoigne une transplantation chez 2 patients. D'autres atteintes ont été décrites manifestant une inflammation systémique ou localisée. Et par contre, à la différence du SAVI, l'atteinte cutanée est exceptionnelle dans le syndrome COPA dans les connaissances actuelles. Au niveau biologique, l'inflammation systémique peut être absente ou modérée. Et de façon intéressante, il y a une dissociation fréquente entre une VS élevée et une CRP qui peut être normale. L'hyper-IgG est inconstante. Il y a peu de données dans la littérature sur les lymphocytes. Cependant, une lymphopénité est décrite chez quelques patients, ainsi qu'une activation de la voie TH17. 90% des patients COPA ont des auto-anticorps positifs et il convient de rechercher chez eux en particulier les ANCA et le facteur rhumatoïde. Et on note que peu de patients COPA ont des anticorps anti-DNA, marqueurs du lupus. Qu'en est-il de l'activation de la voie interféron? Ces patients présentent une activation de la voie interféron, comme en témoigne une signature interféron élevée et un dosage de l'interféron alpha par 6 mois positif. Cependant, lorsque les patients sont asymptomatiques, ils sont des porteurs asymptomatiques de la mutation, ils n'ont pas l'activation de cette voie interféron. C'est quelque chose que l'on observe, que l'on ne sait pas expliquer et qui sert au diagnostic de ce syndrome et à la discussion thérapeutique. J'en viens donc maintenant aux aspects thérapeutiques de ce syndrome. La mortalité est rare, en tout cas telle qu'elle est rapportée dans la littérature. Par contre, il existe une morbidité rénale et pulmonaire importante. Quasiment tous les patients ont reçu des corticoïdes et divers immunosuppresseurs, ainsi que pour un quart d'entre eux des biothérapies. La réponse rapportée est variable aux immunosuppresseurs, mais on note certains case reports avec une efficacité du méthotrexate, du CellCept, des anti-EL1. La physiopathologie du syndrome COPA, qui a gagné en connaissance ces derniers temps avec un lien avec la voie interféron via STING, fait poser la question de l'option thérapeutique par les inhibiteurs de JAK1, JAK2. Et je vous parle ici d'une patiente suivie par Nadia Nathan à Trousseau, une patiente COPA qui avait des hémorragies intralvéolaires récurrentes sévères, sans atteinte rénale ou articulaire et des taux modérés d'auto-anticorps. Elle a été traitée par ruxolitinib, un inhibiteur de JAK1, JAK2, avec une amélioration clinique, mais une progression vers la fibrose au scanner et plus récemment une décompensation, faisant discuter des thérapeutiques alternatives ou associées. Dans la littérature, une autre patiente COPA a été traitée par un autre inhibiteur de JAK1, JAK2, le baricitinib, avec une rémission de l'arthrite inflammatoire et une stabilité sur le plan pulmonaire. Le syndrome COPA en pratique,
Une fois que l'évaluation clinique a été faite avec un examen minutieux de chaque organe, en particulier un examen pulmonaire précis, il convient de réaliser certains examens de routine, en particulier la recherche d'un syndrome inflammatoire, la recherche d'auto-anticorps positifs, un bilan immunologique et puis à la recherche des différents atteintes d'organes possibles. Et j'insiste ici sur la nécessité d'évaluer le rein, puisque dans la littérature, un patient avait une atteinte rénale asymptomatique. Sur le plan pulmonaire, on recommande de faire des explorations fonctionnelles avec réalisation d'une DLCO, d'un test de marche, une imagerie, et puis se discute au cas par cas la réalisation d'un lavage broncho-alvéolaire et d'une biopsie pulmonaire. Une fois que cette première évaluation clinique et biologique a été faite, pour avancer sur le diagnostic, il faut se poser la question d'une activation constitutive de la voie interféron en réalisant une signature interféron et ou un dosage de la protéine interféron alpha dans le sérum. Quand on met en évidence une activation constitutive de la voie interféron, l'étape suivante est une étape de génétique avec plusieurs possibilités, soit un séquençage du hotspot des mutations, et il est à noter que ce hotspot a récemment augmenté et qu'il convient de séquencer au moins les exons 8 à 10 de COPA. D'autres techniques par le panel NGS auto-inflammatoire à Montpellier, exome ou génome dans les laboratoires de recherche permettent également de mener au diagnostic génétique. Et au niveau du dépistage familial, il faut tenir compte du mode de transmission qui est autosomique dominant et de la pénétrance clinique qui est incomplète, comme nous l'avons vu précédemment. Interféronopathie en pratique. Donc cela est valable pour les suspicions de SAVI, de syndrome COPA ou d'autres interféronopathies. Vous pouvez nous contacter au laboratoire CRO par email. Et les examens que nous proposons sont une signature interféron sur un tube PACGEN qui a l'avantage d'être stable 72 heures à température ambiante. Et nous proposons également un dosage de 6 mois sur un tube sec qui là par contre est à acheminer dans les 4 heures. L'autre possibilité est de nous envoyer du sérum congelé. Et je précise aussi ici que la signature interféron est désormais disponible en routine à Lyon dans le laboratoire et il faut contacter à ce moment-là le docteur Viel. Je vous remercie pour votre attention.